Thank you, Harley. Merci, Harley. Les États-Unis peuvent-ils être amenés à changer leur trajectoire autodestructrice et aussi destructrice à l'échelle mondiale au nom d'un ordre impérial de type anglo-hollandais, actuellement quasi en faillite, et ce pour rejoindre le nouveau paradigme de coopération et de développement actuellement mené par la Russie et la Chine. Donc ça, c'est la question brûlante que Lyndon LaRouche a posée tout au long des années 90 et qui a été soulevée à nouveau par El Gazep-LaRouche lors de la conférence du 26 mai de l'Institut Schiller, intitulée « La folie des politiques nous conduit à la guerre nucléaire ». La réponse à cette question doit être oui, ou il sera très difficile d'imaginer comment nous allons survivre à court terme et encore moins pour les générations à venir. Donc, tout d'abord, nous devons nous rappeler que sont les États-Unis. À l'aube du 250e anniversaire de notre fondation, si George Washington et Alexander Hamilton nous rendaient visite aujourd'hui, nul doute qu'ils se demanderaient comment nous avons pu nous laisser envahir à ce point par l'Empire britannique. Dans son article de novembre 2004, intitulé « Le monde eurasiatique à venir vers un nouveau traité de Westphalie », Lyndon LaRouche écrivait la chose suivante, je cite, « Était-il nécessaire pour les Américains d'aller si loin dans leur résistance à l'Empire britannique en choisissant une rupture guerrière et l'indépendance de ce cruel empire? La réponse, comme l'expérience l'a confirmé, est que non seulement l'indépendance révolutionnaire des colonies anglaises d'Amérique du Nord était justifiée, comme l'affirme la Déclaration d'indépendance des États-Unis, mais qu'elle était nécessaire pour libérer les nations européennes de la corruption finalement fatale dont elles n'avaient pu se guérir elles-mêmes. Notre nouvelle République devait adopter le meilleur de l'Europe, mais le meilleur qui soit, mais le meilleur devait être libéré de la corruption fatale de la culture existante et institutionnalisée de l'Europe d'alors. Friedrich Schiller avait fait implicitement la même observation, c'est toujours la citation de Lyndon LaRouche. Donc, Friedrich Schiller avait fait implicitement la même observation en regardant les horreurs de la Révolution française. Une grande opportunité historique avait été perdue parce que le moment de l'histoire avait trouvé un peuple moralement trop petit pour saisir cette opportunité tant attendue lorsqu'elle s'était présentée. Ce qui aurait dû se produire en France en 1789 a été en partie réussi par le rôle des États-Unis sous le président Franklin Roosevelt. Roosevelt a conduit à la libération d'une Europe qui s'était attirée le fléau de la terreur jacobine et de Napoléon, plus tôt, bien évidemment, et le fascisme plus récemment, par sa propre corruption politico-culturelle. Aujourd'hui, la même logique dit « Nous devons libérer nos États-Unis de la même corruption fatale qui a affligé l'Europe lors des 2 guerres mondiales et de la montée du fascisme dans le passé, et ce afin de pouvoir, une fois de plus, prendre les mesures qui sauveraient notre République de sa propre folie, tout en sauvant également l'Europe de sa propre folie actuelle. » Fin de citation. Donc, comment une nation parvient-elle à une indépendance réelle, et pas seulement une libération déclarée comme celle de l'Empire britannique? Si votre peuple est affamé et malade et meurt avant l'âge de 40 ans, êtes-vous libre? 600 000 de vos citoyens meurent en 1 an d'une overdose de drogue, tandis qu'1 million d'autres succombent en 2 ans à un virus pandémique. Est-ce cela la liberté? Le fait de se suicider et ou de commettre un génocide fait-il partie des droits inaliénables, entre guillemets, évoqués par nos fondateurs? Une révolution coûteuse a-t-elle été menée contre la première puissance impériale du monde, l'Empire britannique, pour que nous et d'autres personnes dans le monde puissions avoir des vies courtes et misérables? Il est évident que non. Afin de faire respecter les principes exprimés lors de la création de cette République, il fallait développer un système d'économie physique et politique qui permettait aux gens de vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux.
grâce au génie d'Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor américain, et de ses collaborateurs, ainsi qu'à une poignée de grands présidents américains, notre nation a réussi, malgré quelques pommes pourries, à atteindre cet objectif par à-coups jusqu'à l'assassinat du président Kennedy. À partir de ce moment-là, à quelques rares exceptions, notre nation a abandonné les politiques et les perspectives qui ont conduit à notre succès et a plutôt adopté le programme d'un empire britannique décadent et mourant. La clé d'une économie prospère et d'une nation libre est le résultat d'un engagement à augmenter le pouvoir de l'homme sur la nature, créer notre propre environnement avec des logements modernes, des installations sanitaires, des transports, de la chaleur en hiver, de la plomberie intérieure, une production alimentaire fiable qui est augmentée par la gestion de l'eau et la fertilisation, et la réfrigération pour prolonger le stockage, le tout nécessitant des sources d'énergie abondantes. Ça, c'est la clé pour rendre chacun de nous plus productif. Bien qu'il y ait un certain nombre de facteurs complexes à tout ceci, dont le concept de crédit public n'est pas le moindre, ce sur quoi je vais me concentrer dans les temps limités qui me sont impartis, c'est sur 4 grandes initiatives qui ont transformé le niveau de vie de notre pays et donc augmenté la liberté du peuple américain que je vais me concentrer. Et ceci afin que vous puissiez comprendre pourquoi rejoindre l'initiative chinoise, une ceinture, une route, serait la réponse la plus naturelle et la plus américaine à la crise à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Donc le premier, le canal Erie. Il a été proposé pour la première fois par le gouverneur Morris en 1777 et il a fait l'objet d'une grande controverse à l'époque, et en 1794 notamment. Et il est finalement commencé en 1817, le 4 juillet, et achevé 8 ans plus tard, le 4 juillet 1825. Donc, regardez ici la pierre de couronnement de l'écluse de la région de Buffalo. Je cite, que la postérité soit encouragée à perpétuer nos institutions libres et à faire des efforts encore plus grands que ceux de nos ancêtres pour promouvoir la prospérité publique par le souvenir que ces travaux d'amélioration interne ont été réalisés par l'esprit et la persévérance d'hommes libres républicains. C'est bien évidemment le républicain avec un petit R et pas le parti républicain. Donc vous avez ici le chemin de fer transcontinental. Et, ah oui, non, pardon, c'est encore une diapo du canal Erie en bleu. Donc, deuxièmement, le chemin de fer transcontinental. Donc, je vais partager avec vous un discours de Lincoln qui parle notamment de jeunes hommes parlant de découverte et d'invention. Il dit, je cite, « Nous avons tous entendu parler du jeune Américain. Il est le jeune le plus actuel de l'époque. Certains le trouvent prétentieux et arrogant. Mais n'a-t-il pas des raisons d'avoir une opinion assez bonne de lui-même? N'est-il pas l'inventeur et le propriétaire du présent et le seul espoir de l'avenir? Les hommes et les choses partout sont à son service. Regardez ses vêtements et vous verrez des tissus en coton de Manchester et de Lowell, du lin d'Irlande, des tissus de laine d'Espagne, de la soie de France, des fourrures des régions arctiques et une robe de bison des montagnes rocheuses. À sa table, outre le pain et la viande fait maison, on trouve du sucre de Louisiane, du café et des fruits des tropiques, du sel de l'île turque, du poisson de la Nouvelle Fondation, du thé de Chine et des épices des Indes. La baleine du Pacifique fournit la lumière de sa bougie. Il a une bague en diamant du Brésil, une montre en or de Californie et un cigare espagnol de la Havane. Non seulement il dispose d'une réserve actuelle de tout cela et de bien d'autres choses encore, mais des milliers de mains sont occupées à produire de nouvelles réserves et d'autres milliers à les lui apporter. Le cheval de fer est haletant et impatient de le transporter partout en un rien de temps, et l'éclair
est prêt à être attelé pour prendre et apporter ces nouvelles en un rien de temps. Donc ici, vous voyez vraiment le développement des voies du chemin de fer a complètement changé le contexte. Vous avez notamment l'exemple d'une construction qui a été faite notamment avec des percées en ingénierie extraordinaires. Il faut savoir que 50 à 60 000 travailleurs chinois ont travaillé quand même à ces constructions. Il y avait 90% de la main-d'œuvre qui était parfois chinoise et des immigrés chinois ont participé à la construction de ces chemins de fer. Donc, la TVA, la Tennessee Valley Authority, c'est notamment construite dans l'une des régions les plus pauvres des États-Unis pendant la Grande Dépression. Et en raison de la puissance non exploitée du fleuve Tennessee, vous aviez la malaria à l'époque, l'analphabétisme et une terrible érosion des sols. Mais la région a été transformée avec ce projet en l'une des zones les plus productives de la planète à l'époque. Donc voilà, dans le premier chapitre de son livre, Démocratie en marche, David Lilienthal, le directeur de la Tennessee Valley Authority, a écrit la chose suivante, je le cite. Tout cela aurait pu se produire dans n'importe laquelle des milliers d'autres vallées où les rivières coulent des collines jusqu'à la mer. Car les vallées de la terre ont ces choses en commun. Les eaux, l'air, la terre, les minéraux et les forêts. Dans le Missouri et l'Arkansas, au Brésil et en Argentine, en Chine et en Inde, il y a justement de tels fleuves. Des fleuves qui, dans la violence des crues, menacent la terre et les gens, puis, dans l'oisiveté et la sécheresse, tombent dans la l'oisiveté de la sécheresse. Donc des fleuves qui, dans le monde entier, attendent d'être maîtrisés par les hommes et des champs, des pentes, des forêts, des minéraux qui peuvent être transformés en une meilleure vie pour les gens. Fin de citation. Et donc, évidemment, pour finir, la mission Apollo. Un couloir de transport vers l'espace, un corridor de transport dans l'espace. Et notamment un projet bâti autour d'un projet scientifique permettant notamment des grandes percées scientifiques, mais aussi devrait être pensé comme un corridor de développement dans l'espace. De la même manière qu'on pense à un corridor de développement avec notamment avec les voies de chemin de fer, les canaux. Après tout, comme l'a dit d'ailleurs Kraft et Ricoeur, si Dieu avait voulu que l'homme soit une espèce spatiale, il lui aurait donné une lune. Donc voilà. Donc en 63, Kennedy a été assassiné, ainsi que Malcolm X, Martin Luther King aussi, et le jeune frère de Kennedy, Robert, qui était sur le point de devenir président des États-Unis. Et bien que nous ayons réussi à aller sur la Lune en 69, dès 1967, les 3 dernières missions d'Apollo sur la Lune avaient été abandonnées. Et notre identité nationale est ainsi passée de l'optimisme à un pessimisme sombre teinté de drogue. Lyndon LaRouche avait mis en garde contre la contre-culture rock, drogue, sexe et contre le mouvement vert écolo anti-humain qui lui était associé. Mais les dirigeants politiques, terrifiés et corrompus, ont à l'époque capitulé devant l'idéologie pro-britannique de nos agences mal nommées de renseignement et aussi du département d'État qui nous ont donné la guerre au Vietnam et une série de guerres perpétuelles. Et le fait que Lyndon LaRouche ait été incarcéré par ses réseaux au lieu d'être autorisé à diriger la nation en tant que président, montre à quel point nous sommes tombés bien bas. L'engagement à transformer la nature pour le bien de l'humanité s'est donc déplacé vers d'autres nations. Et la Chine a ouvert la voie vers son initiative Une ceinture, une route. Et avant d'en parler, j'aimerais faire un petit détour pour visiter le barrage des Trois Gorges. Voici une diapositive. Cet étonnant projet qui retient tellement d'eau que le mouvement dans le réservoir peut littéralement ralentir la rotation de la Terre. Et ça, c'est le résultat d'un processus continu de dialogue entre des visionnaires américains et chinois. Voilà.
Donc, c'était le résultat d'un processus de dialogue entre visionnaires américains et chinois. Et le pouvoir destructeur du fleuve Yangtze débridé, non contrôlé, était connu depuis des siècles. Et dès 1919, Sun Yat-sen avait proposé de construire un barrage à cet endroit. Après sa publication en 1944, le livre de Lilienthal a été traduit dans de nombreuses langues, dont le chinois. Et en 1945, 50 000 exemplaires du livre circulaient en Chine. Mais l'idée était un sujet de discussion constant entre Lilienthal lui-même et l'ambassadeur de Chine aux États-Unis depuis 1939. Donc, le barrage a commencé à produire de l'électricité en 2003. Donc, depuis quand la politique américaine consiste-t-elle à écraser d'autres nations plutôt qu'à célébrer le progrès des êtres humains partout sur la planète? En 1996, Helga Zepp-Larouche s'est rendue à Beijing pour présenter une proposition de nouvelle route de la soie. Et un rapport a été publié qui comprenait cette illustration suivante. En 2013, le président Xi Jinping a annoncé l'initiative Une ceinture, une route, la ceinture, la route, qui construit maintenant tant d'énormes projets dans tant de nations qu'il est impossible d'en effleurer la surface ici. Donc ça, c'est une diapo de leur propre site internet. Et vous voyez aujourd'hui, là, ici, 6 grands couloirs. Il y a la Chine et la Mongolie. Alors, d'abord, vous avez le nouveau corridor économique du pont terrestre eurasien, le corridor économique Chine-Mongolie et Russie, celui Chine, Asie centrale, Asie occidentale, Chine, péninsule indo-chinoise, le 5e, Bangladesh, Chine, Inde, Myanmar, et enfin, la Chine-Pakistan. Et il comprend aussi un corridor vers le pôle nord, une route de la soie polaire que vous pouvez aussi voir ici. Donc, je vais juste inclure quelques autres images très rapidement. Des 35 projets du corridor Djibouti-Addis Abeba. Non, le premier, pardon, c'est le corridor Djibouti-Addis Abeba. Donc, vous voyez la voie ferrée et le train. Ici, c'est le train de cette voie ferrée Djibouti-Addis Abeba. Vous avez le projet Lapset, qui est un port de Lamu au Sud-Soudan. C'est vraiment énorme. Ça, c'est un projet énorme. La plupart de ce que vous voyez ici se trouve en fait au Kenya. Je n'ai pas pu trouver d'image libre de droit du port de Lamu, mais qui est vraiment magnifique. Il faut que vous essayer d'en trouver une vous-même. Donc le CPEC, le CPEC, le corridor économique Chine-Pakistan avec un port de Gwadar modernisé. Ce sera également un complément important au développement de l'Afghanistan, très important. Nous avons également le corridor récemment inauguré donc un autre corridor inauguré tout juste, qui permet à la Russie et aux pays amis de réduire le temps de voyage de la Russie à l'Inde de 40 à 25 jours. C'est le... Donc, normalement, oui, il y a des pays qui ne sont pas censés aujourd'hui commercer avec la Russie, mais en fait, vous voyez comment ce nouveau projet va raccourcir de 40 à 25 jours le temps de voyage de la Russie vers l'Inde, en passant par l'Azerbaïdjan et l'Iran. Donc voilà. Donc, voici une carte du monde, telle qu'elle apparaît probablement aux gens en Chine ou en Russie et ailleurs. Les États-Unis sont un trou noir béant, un grand gouffre qui aspire les richesses du monde. Littéralement, puisque nous avons volé l'argent de la Banque centrale afghane, par exemple, on l'a fait, et que nous essayons maintenant de trouver comment voler 300 milliards de dollars à la Russie sans que tous les autres ne se retirent du dollar. Donc ça, c'est une question un petit peu piégeante parce qu'on se demande comment on va pouvoir faire en réalité.
Et la question, c'est est-ce que nous profitons de la destruction de tous les autres ou de notre tentative de les détruire? Eh bien non. Nous avons eu 1 million de décès par la COVID, 100 000 décès par overdose de drogue, des fusillades de masse, des coupures de courant, des inondations et des incendies. J'ai lu récemment un article qui parle du problème de la stupidité et qui distingue la stupidité du banditisme en la définissant comme le fait de se faire mal tout en faisant du mal aux autres. Et les bandits blessent les autres et en tirent profit. Les personnes ou les nations stupides font du mal aux autres et se détruisent elles-mêmes. Alors arrêtons d'être stupides. Donc pour conclure, je voulais vous donner quelques idées, rapidement, très rapidement. La question numéro 1 pour la croissance économique est l'augmentation de la densité de flux énergétiques, c'est-à-dire plus d'énergie produite et consommée par surface donnée, mais aussi par quantité de combustible. C'est pourquoi la dernière des 4 principes de Lyndon LaRouche est un programme accéléré de développement d'une plateforme pour l'énergie de fusion que vous ne pouvez pas atteindre sans écraser Wall Street et la City de Londres avec une politique de séparation bancaire à la Glass-Steagall et une politique de banque nationale et de crédit. Nous devons également rejoindre les grandes puissances, à savoir la Russie, la Chine et l'Inde, et négocier pour revenir à des taux de change fixes. On finit avec les jeux de hasard et avec les monnaies. Maintenant, voici mon idée. Si vous regardez la ceinture et la route chinoise, elle est basée sur ce qu'ils appellent la connectivité, les corridors de transport par terre et par mer. Pensez à l'état de décrépitude des villes américaines. Où sont ces villes? Ne sont-elles pas toutes des ports? Soit sur des rivières, soit sur des côtes, soit sur des couloirs de transport artificiels comme les chemins de fer? Pensez à Buffalo, Baltimore, Houston, San Diego, Chicago, Pittsburgh, Boston, Trenton, Detroit, Newark. Que signifierait-il pour les États-Unis l'adhésion à la ceinture et le projet de la ceinture, la route? Toutes ces villes devraient être modernisées. Les ports devraient être modernisés. Certains l'ont été discrètement par les Chinois d'ailleurs. Nous avons besoin de trains à grande vitesse. Nous avons besoin d'autoroutes sans nid de poule ou d'autruche. Nous avons besoin de quantités massives d'énergie pour faire tout cela. Probablement plusieurs centaines de centrales nucléaires. Qu'en est-il de l'hydroélectricité et de la gestion de l'eau? Est-il nécessaire d'avoir des sécheresses et des inondations perpétuelles? Ne sommes-nous pas la nation qui a construit la Tennessee Valley Authority? Donc nous devons enfin construire l'Alliance nord-américaine de l'eau et de l'électricité, le NAWAPA. Ce seul projet à l'échelle du continent permettrait de créer 14 millions d'emplois. Et enfin, à quoi bon moderniser le Long Island Railroad et construire un train maglev jusqu'à Buffalo si nous n'avons pas l'intention de poursuivre le voyage jusqu'à nos partenaires de Saint-Pétersbourg? Donc, il ne faut pas oublier le tunnel du détroit de Bering qui nous relierait enfin par voie ferrée à l'Eurasie, comme le souhaitaient nos chers amis Hal Cooper et Lyndon LaRouche lui-même. Donc, les Américains seraient-ils intéressés par la reconquête de notre véritable identité en tant que force du bien dans le monde? Je pense que oui. Nous avons un énorme travail à faire, très rapidement, pour rappeler à nos voisins qui nous sommes réellement.